Le 19 avril 1995, 9h02 du matin, un camion explose devant un bâtiment fédéral à Oklahoma City, en plein cœur de l'Amérique. Et ça devient l'acte de terrorisme intérieur le plus meurtrier de toute l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, on est le 5 décembre 2025, plus de 30 ans ont passé, et pourtant, l'onde de choc est toujours là. Pour cette discussion, on a une pile de documents assez impressionnante. Des rapports du FBI, des études médicales, des archives du mémorial. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de décomposer l'événement pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, et surtout quelles traces ça a laissé sur le pays. C'est essentiel de le faire parce que l'attentat contre le bâtiment Alfred P. Murrah, c'était pas juste une explosion. Non. C'était un message calculé, un acte qui a forcé toute une nation à revoir sa vision de la sécurité, de la gestion de crise, même de la justice. Ça a tout changé. Alors, justement, plongeons dans ce matin du 19 avril. La scène est presque banale au départ. Un camion de location, un rider, garé devant l'immeuble. Sauf qu'à l'intérieur, il y a une bombe. On parle de près de 200-300 kilos d'explosifs. C'est énorme. Et ce qui est effrayant, c'est sa composition. Oui, quand on lit les rapports du FBI, on voit que ce n'est pas de la haute technologie. C'est un mélange artisanal. C'est ça. Un cocktail mortel fait avec des produits presque courants, de l'engrais agricole, du nitrate d'ammonium et du carburant. La recette circulait déjà dans des manuels extrémistes. L'idée qu'on puisse fabriquer ça dans un garage. C'est ça qui a terrifié l'Amérique. Et la détonation. Les descriptions sont apocalyptiques. L'explosion a été ressentie à plus de 80 km. Ah oui. Mais le détail qui me sidère, c'est que les sismographes ont enregistré l'équivalent d'un séisme de magnitude 6,0. Un tremblement de terre créé par l'homme, c'est une puissance phénoménale. Mais l'horreur, et c'est ce qui ressort des analyses, ce n'est pas seulement la puissance. C'est la précision. C'est la précision diabolique. Ils ont utilisé l'architecture même du bâtiment contre ses occupants. C'est-à-dire, Comment un simple camion peut anéantir un immeuble de 9 étages en béton? en visant son point faible, la bombe a pulvérisé plusieurs colonnes de soutien vital sur la façade nord. Et à partir de là, c'est la physique qui a fait le reste. D'accord. La façade a disparu. Et ça a déclenché ce que les ingénieurs appellent un effondrement progressif, l'effet pancaking. Le millefeuille, c'est ça? Imaginez que vous enlevez les assiettes du bas d'une pile. Tout s'écrase. Les 9 étages se sont empilés les uns sur les autres, en quelques secondes. Et le bilan humain est... À l'image de cette destruction. Effroyable. Le chiffre officiel, 168 morts. Et dans ce décompte, il y a même une infirmière volontaire, Rebecca Anderson, venue aider et qui a été tuée par la chute de débris. Et on ajoute à ça plus de 850 blessés. C'est déjà terrible, mais ce sont les détails qui glacent le sang. Parmi les 168 victimes, il y avait 19 enfants. La plupart se trouvaient dans la garderie, au 2e étage. Juste au-dessus de l'explosion. Exactement. Cet attentat a rendu 30 enfants orphelins et 219 autres ont perdu un de leurs parents. C'est une cicatrice sur des générations. On pourrait penser que dans un tel chaos, c'est le hasard qui décide. Mais les données montrent autre chose. Quelque chose de bien plus sinistre. Oui, et c'est peut-être un des détails les plus glaçants. Il vient des études épidémiologiques publiées après. Les chercheurs ont découvert que ce n'était pas le hasard. Les auteurs avaient calculé l'effondrement. Si vous étiez dans la partie nord du bâtiment, celle qui s'est écroulée, Oui. votre probabilité de mourir était 16 fois plus élevée que si vous étiez à l'arrière. 16 fois. 16 fois, c'est énorme. Le taux de mortalité était de 87% dans la zone d'effondrement, contre à peine 5% ailleurs. Ce n'est pas le hasard, c'est une ingénierie de la mort. C'est un chaos total. Comment est-ce qu'on commence une enquête dans ces conditions, Lee? Par où ils ont bien pu commencer? Au début, c'est le brouillard. Le réflexe immédiat, c'est de penser au terrorisme international, comme pour le World Trade Center en 93. C'était la menace de l'époque. C'est ça. Mais sur le terrain, les agents du FBI et de l'ATF appliquent la méthode Sougnes. Ils cherchent le cratère et ils quadrillent tout pour ramasser le moindre débris. Et ils trouvent un truc incroyable. Une pièce minuscule par rapport au désastre, mais qui va tout changer. La pièce maîtresse. C'est un fragment de l'essieu arrière du camion Ryder. Il a été projeté à près de 200 mètres. Et dessus, Et dessus, presque miraculeusement, un numéro d'identification, un VIN, partiellement lisible. C'est le fil d'Ariane qu'ils attendaient. et ce fil les mène où, du coup? Ils les mènent, après un travail de fourmi, à une agence de location à Junction City, au Kansas. Et là, les employés se souviennent d'un homme qui a loué le camion sous un faux nom, Robert Kling. Et ils font un portrait robot. Oui,
Et c'est là que l'histoire devient complètement folle. Alors qu'il cherche l'homme le plus recherché du pays, il est déjà en prison pour une broutille. c'est une coïncidence qui dépasse l'entendement. L'homme qui a utilisé ce faux nom, Timothy McVeigh, a été arrêté 90 minutes après l'attentat. Mais pas pour l'attentat. Ils ne savent pas qui il est à ce moment-là. Absolument pas. Un simple policier de la route, Charlie Hanger, l'arrête pour une vieille voiture sans plaque d'immatriculation. Une infraction banale. Voilà. Et en le contrôlant, il découvre que McVeigh est une arme dissimulée. Il le met en garde à vue. McVeigh est sur le point d'être libéré quand, 2 jours plus tard, le FBI fait le lien. Incroyable. Sans ce policier, il se serait volatilisé. Carrément. Et là, l'enquête, baptisée OK Bomb, prend une ampleur démesurée. Les chiffres donnent le tournis. On parle de plus de 28 000 entretiens, 43 000 pistes. Et plus de 3 tonnes de preuves collectées. C'est une des plus grandes enquêtes de l'histoire. Et ça nous amène à la question centrale, qui était Timothy McVeigh et son complice Terry Nichols. Comment d'anciens soldats américains en arrivent là? C'est la question la plus troublante. McVeigh était un vétéran décoré de la Première Guerre du Golfe. Mais en crevant, on découvre une radicalisation. Une haine profonde du gouvernement fédéral. Oui, il baignait dans l'idéologie du mouvement des citoyens souverains, une mouvance d'extrême droite. Et il était un lecteur assidu d'écrits suprémacistes, notamment un roman de Turner Diaries. Ce livre qui décrit un attentat à la bombe contre un bâtiment fédéral. C'était son modèle. Mais il y a eu des déclics. 2 événements qui ont servi de catalyseur. Ruby Ridge d'abord. Le siège de Ruby Ridge en 1992, oui. Il a vu ça comme une agression du gouvernement. Mais le point de non-retour, son obsession, c'est le siège de Waco, au Texas. Le siège de la secte des Davidiens. Exactement. Ce siège qui se termine tragiquement par un incendie le 19 avril 1993. 76 morts, beaucoup d'enfants. Pour McVeigh, qui était allé sur place, ce n'était pas un accident. Pour lui, c'était un meurtre de masse commis par le gouvernement. Il en parlait comme d'un assassinat. Et la date? Le 19 avril. C'est donc tout sauf une coïncidence. C'est la signature de son crime. Il a choisi de frapper le 19 avril 1995, jour pour le 2e anniversaire de la fin de Waco. C'était sa vengeance. Un acte symbolique et sanglant. Ce qui nous amène aux conséquences. La réponse politique a été quasi immédiate. Oui, le soir même, le président Clinton parle d'un acte de lâcheté et de mal. Et le Congrès suit. Moins d'1 an plus tard, en 1996, une loi majeure est votée en un temps record. L'AEDPA. L'Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, c'est une loi qui va vraiment changer le paysage judiciaire américain. Attendez, le Congrès a donc réagi en changeant une des pierres angulaires du droit américain, l'habeas corpus. Ça semble extrême. Concrètement, ça a changé quoi? C'est une excellente question. L'habeas corpus, c'est ce droit fondamental de contester la légalité de sa détention. Un garde-fou. L'AEDPA a drastiquement limité les possibilités de faire appel pour les condamnés, surtout les condamnés à mort. Pour accélérer la justice. C'est l'objectif affiché, oui. Éviter des procédures qui durent des décennies. Mais beaucoup de juristes ont alerté sur le risque. En voulant accélérer la justice, on affaiblit les protections contre les erreurs judiciaires. C'est un héritage très controversé. Au-delà du juridique, il y a l'impact humain, le traumatisme. Immense. Et c'est là qu'Oklahoma City est devenu paradoxalement un cas d'école. Une étude 6 mois après l'attentat révélait qu'un tiers des survivants, 34,3% pour être précise, souffraient de troubles de stress post-traumatique. C'est une épidémie de traumatisme. Comment une communauté gère ça alors? Eh bien, c'est l'un des héritages les plus positifs. Les autorités ont lancé le projet Heartland. C'était le tout premier programme de soutien psychologique à grande échelle après une catastrophe aux États-Unis. Le premier? Le tout premier de cette ampleur. Ils ont aidé près de 9000 personnes, survivants, familles, secouristes, et ils ont en fait inventé le modèle de réponse psychologique d'urgence qui est utilisé aujourd'hui. Ils ont innové dans les méthodes de soins, par exemple. Oui, le projet a été pionnier dans la formation de masse des thérapeutes à des techniques comme le MDR, une thérapie alors assez nouvelle mais très efficace pour le TSPT. Ce qui a été appris à Oklahoma City a servi à préparer la réponse au 11 septembre. Et même des décennies plus tard, les effets de ce traumatisme sont toujours mesurables, physiquement. C'est ce qui est le plus troublant. Une recherche très récente de l'Université de l'Oklahoma, de cette année, montre que 30 ans après, les corps des survivants portent encore des cicatrices biologiques. Même ceux qui vont bien psychologiquement.
Même ceux qui sont résilients. Ils ont des marqueurs anormaux, un niveau de cortisol, l'hormone du stress, plus bas que la normale, et une inflammation chronique plus élevée. L'un des chercheurs a eu cette phrase. L'esprit peut être résilient, mais le corps n'oublie pas. C'est exactement ça. Le traumatisme a laissé une empreinte indélébile dans leur biologie. Et sur le site même de la tragédie, il y a maintenant un lieu pour se souvenir. Oui, à la place du bâtiment se dresse l'Oklahoma City National Memorial and Museum. C'est un lieu d'une puissance rare. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il est autosuffisant financièrement, il ne dépend pas de l'État. Il vit grâce au musée et à un marathon annuel. Le Memorial Marathon, qui est devenu un événement national. C'est incroyable. Le mémorial extérieur est particulièrement poignant, avec ce « Field of Empty Chairs », le champ des chaises vides. C'est bouleversant. Sur l'empreinte au sol de l'ancien bâtiment, ils ont disposé 168 chaises vides. Des grandes pour les adultes, des plus petites pour les enfants. Chacune porte le nom d'une victime. Elle symbolise le vide, l'essai, l'absence. C'est d'une sobriété et d'une force. Et le musée, juste à côté, joue un rôle crucial. Il ne se contente pas de raconter l'histoire. Il sert de contre-récit. Exactement. Il utilise les preuves de l'enquête, les témoignages, pour établir une vérité factuelle face aux théories du complot qui continuent de circuler. C'est un outil d'éducation essentiel. Donc pour résumer, Oklahoma City a vraiment été un tournant. Pas un acte de folie, mais une attaque calculée, née d'une idéologie extrémiste bien américaine. Elle a révélé des failles béantes dans la sécurité et dans la gestion des catastrophes. C'est un double héritage en fait. C'est ça. D'un côté, une tragédie incommensurable, la prise de conscience que la menace terroriste pouvait venir de l'intérieur. Et de l'autre, Une leçon incroyable de résilience, l'invention d'un modèle de guérison collective et la création d'un lieu de mémoire qui est vivant, tourné vers l'avenir. ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Tous ces documents montrent comment l'événement a forcé l'Amérique à regarder en face l'extrémisme en son sein. Pourtant, l'idéologie antigouvernementale qui a armé McVeigh n'a pas disparu, elle semble même prospérer aujourd'hui sous d'autres formes. Absolument. La question qui reste, c'est quelles leçons tirées d'Oklahoma City sont les plus pertinentes pour comprendre et peut-être affronter les formes actuelles d'extrémisme intérieur